présenter aujourd'hui les dilatations endoscopiques. Comme objectif pédagogique, donc on va définir les différentes sténoses bénignes réfractaires de l'œsophage, description des techniques de dilatation et place des autres traitements endoscopiques, les endoprothèses, les injections et les indications chirurgicales, savoir connaître et classer une perforation endoscopique et connaître le matériel indispensable pour le traitement endoscopique. Donc la dilatation instrumentale par voie endoscopique, les dilatations ont pour but d'élargir la lumière pour faire disparaître les symptômes de dysphagie, maintenir une alimentation orale et prévenir les complications pulmonaires comme les pneumopathies d'inhalation. Donc les techniques utilisées doivent minimiser le risque et peut être associées à des mesures destinées à prévenir les resténoses. Donc adapter le traitement médicamenteux, mise en place des prothèses ou bien des interventions chirurgicales. Donc c'est une situation fréquente de voir des malades en sténose dysphagique. Elle diminue la qualité de vie des patients, des dénutritions, des infections respiratoires et répétitions. Les étiologies sont différentes, dominées par les étiologies peptiques, radiques, caustiques ou bien iatrogènes, surtout post-chirurgicales dans le cas d'atrésie de l'œsophage. Il faut d'abord caractériser le type des sténoses. Donc on a des sténoses complexes. Les sténoses les plus difficiles sont les sténoses complexes, les sténoses hautes et les sténoses caustiques et radiques. On appelle une sténose simple si elle est courte, unique et rectiligne, comme on appelle une sténose complexe si elle est longue, si elle est étagée et si elle est irrégulière. Donc voici une petite classification proposée par CRS-SEMA. Donc les sténoses simples sont les sténoses peptiques, œsophagites eosinophiles et les anodes de Chatsky. On a des sténoses complexes comme les sténoses post-dissection, anastomotiques, caustiques ou radiques. Pour le matériel utilisé pour les dilatations, on a deux types. Donc les bougies de Savary et GIA sont en polyvinyle. Elles associent une sécurité et une facilité d'emploi. Le coût est moindre par rapport à l'utilisation de ballons. Le diamètre diffère, donc les disponibles ici en Algérie, c'est entre 5 et 15 mm de diamètre croissant. Ils sont glissés sur un fil guide métallique. On a aussi les ballons de dilatation ou les dilatateurs à ballonner. Leur coût est élevé, sont utilisés en usage unique. Malheureusement en Algérie, on l'utilise pour plusieurs patients. Le contrôle, on fait un contrôle endoscopique et radiologique lors de leur utilisation. Il existe deux types, donc les ballonnés en polyéthylène, donc qui passent à travers l'endoscope, ou qu'on appelle through the scope. Et il y a les ballons qui sont plus larges pour l'achalasie, 30, 35 mm et 40. Là, on les glisse sur fil guide et ça passe pas par l'endoscope. On fait la dilatation sous contrôle scopique. Donc pour le traitement endoscopique, on traite toujours un malade seulement s'il est symptomatique. En première intention, donc soit une dilatation par les bougies de Savary ou bien des dilatations par les ballons hydrauliques pour avoir un objectif de dilater l'œsophage jusqu'à 12 à 13 mm entre 1 et 3 séances et si possible aller loin de ça jusqu'à 15 ou 18 mm pour les adultes. Donc voici une image pour les bougies et voici une image de dilatation avec un ballon. Y a-t-il une différence entre l'utilisation de bougies ou de ballons dans les sténoses œsophagiennes? Donc il n'y a pas d'études comparatives, mais une efficacité était comparable jusqu'à 93% pour les sténoses simples. Les complications, ils sont rares avec un risque perforatif entre 0,1 et 0,4%. Le geste peut être réalisé sous aspirine, il n'y a pas de contre-indication à une dilatation. Donc, en première intention, il n'y a pas une préférence de tenter une méthode par rapport à l'autre, sauf que pour les sténoses compliquées, une sténose longue, on préfère l'utilisation de ballons, surtout les premières séances. C'est plus sécurisé, il y a moins de risques par rapport aux sténoses simples.
Les contre-indications, bien sûr, donc on ne peut pas faire une dilatation si on a une contre-indication. Principalement, c'est les perforations, les troubles sévères de l'hémostase, un infarctus de myocarde récent, une chirurgie récente, les compressions extrinsèques, les gros anévrismes et les varices œsophagiennes. Les varices, ce n'est pas une contre-indication formelle, mais peut augmenter le risque de saignement. Donc pour la préparation du malade, donc on doit bien étudier le dossier, voir les images radiologiques, la TOGD, donc avoir maximum d'informations sur les traitements pris par le malade, installation du malade, donc pour la technique de sédation, soit une sédation, soit une anesthésie générale. Nous, au niveau de notre clinique, on utilise une intubation du malade pour moins de risque d'inhalation. Pour l'endoscope, il permet de caractériser la lésion, voir si elle est franchissable ou non. Il faut bien sûr vérifier le fonctionnement de l'endoscope, l'insufflation, l'aspiration et utiliser de préférence une source d'insufflation à CO2 pour minimiser les risques de complications, surtout en cas de perforation. Donc il faut préparer la scopie, une table radiologique, mettre le malade sur le dos ou bien en décubitus latéral et essayer d'utiliser des trombones ou des trombones pour localiser la partie haute et basse de la sténose, et ainsi qu'une préparation du matériel nécessaire pour les dilatations, donc fil guide, le ballon, des marqueurs radio-opaques, le sérum et le produit de contraste pour gonfler le ballon sous contrôle scopique. On commence par la technique de dilatation de la chalasie. Donc il faut introduire le gastroscope, essayer d'aspirer le maximum, surtout si on a une stase œsophagienne, de préférence un malade intubé. Il est possible d'opacifier l'œsophage pour mieux voir le siège de la sténose. Un positionnement du fil guide au niveau de l'estomac sous contrôle endoscopique. Il faut placer donc les marqueurs radio-opaques au niveau du cardia, donc soit une trombone ou avec le scope au niveau du cardia. On retire l'endoscope, on glisse le ballon de dilatation sur le fil guide. On vérifie l'intégrité bien sûr du ballon avant son utilisation. Et on commence la dilatation soit sous contrôle scopique seulement ou bien sous contrôle endoscopique et scopique en même temps. Nous, en pratique, c'est rarement qu'on utilise la scopie alors qu'elle a toujours une bonne place, et ça permet de voir la disparition de l'encoche. Donc ici, le pointeur. Donc ce qu'on voit ici, il y a un ballon qu'on va gonfler, et puis on a une disparition complète de l'encoche. Donc on peut voir ça en scopie. En endoscopie, on ne peut pas voir la disparition complète de l'encoche. On utilise bien sûr un matériel pour l'insufflation et mesurer les différentes pressions. Donc c'est une insufflation avec une pression qu'on retrouve au niveau des ballons. Donc si on met une telle pression, le ballon il va se gonfler à un tel diamètre. Donc on doit toujours contrôler le remplissage du ballon. Donc on vient à la technique de dilatation au ballon pour les sténoses soit peptiques, soit caustiques. Donc on évalue toujours la sténose à l'aide de l'endoscope. On opacifie sous contrôle scopique la sténose, surtout pour les sténoses infranchissables. On met en place un fil guide qui va traverser la sténose jusqu'à l'estomac sous contrôle scopique. On effectue un repérage radiologique avec des marqueurs radio-opaques, les deux berges de la sténose, basse et haute. On prépare le ballon de dilatation avec un diamètre précisé par le médecin. Le diamètre, on doit choisir selon l'âge du malade et le diamètre de la sténose. Donc il ne faut pas gonfler le ballon avant son utilisation. Donc le ballon, une fois gonflé, il sera très difficile de réintroduire le ballon dans le canal opérateur, surtout pour les diamètres élevés, 15 et 18 mm.
Donc on fait passer le ballon à travers l'endoscope et on gonfle le ballon sous contrôle donc endoscopique, scopique et bien sûr contrôle des pressions avec un insufflateur. Donc l'extrémité du ballon doit être maintenue à l'extérieur de la sténose. Donc il ne faut pas laisser le ballon passer à l'intérieur de la sténose. Il faut toujours garder une partie en dehors de la sténose. Ça permet une bonne dilatation et ne pas dilater que la partie basse de cette sténose. Donc la dilatation, elle doit être réalisée avec des pressions d'augmentation progressive des pressions entre 1 à 2 minutes jusqu'à la disparition de la sténose en scopie. Donc voici quelques images de dilatation donc endoscopique. Donc surtout il faut insister pour voir une grande partie du ballon donc à l'extérieur de la sténose. Si on fait passer si on laisse pas cette partie en dehors de la sténose, le ballon il va descendre en dessous de la sténose. Donc il faut toujours garder une petite partie à l'extérieur. Et ici on peut même contrôler la dilacération en endoscopie. On est toujours en train de voir la partie haute de la sténose. Donc la dilatation aux bougies, donc elle est plus simple. Donc on fait glisser un fil guide métallique au niveau de l'estomac sous contrôle scopique et puis on fait glisser des bougies de diamètre croissant. Donc on commence par des petites bougies de petit diamètre selon l'évaluation de l'endoscopiste avant de commencer la dilatation. Donc si par exemple un nasofibroscope de 7 mm ne passe pas à travers la sténose, donc on commence par une bougie de 5 mm et on augmente le diamètre des bougies progressivement. La règle des trois bougies, donc elle n'est pas validée à 100%. Il y a des gens qui disent qu'il ne faut pas dépasser 3 bougies, donc ça veut dire 5, 7 et 9 mm. Mais il y a d'autres qui peuvent aller plus loin jusqu'à 11 et 13 mm selon l'expérience de l'opérateur. Donc voici quelques images de dilatation avec les bougies de Savary. Donc voici une sténose donc de l'œsophage cervical avec une distension en amont. Voici quelques images avant et après la dilatation. Donc là, on va parler un petit peu des complications. Donc comme tout un geste à ces complications, la principale complication des dilatations, c'est la perforation. Sa fréquence globale, elle est entre 0,7 pour les ballons et entre 0 et 0,8 pour les bougies de Savary. Elle peut atteindre jusqu'à 6% pour la dilatation pneumatique de l'achalasie. Les hémorragies, les bactériémies, les pneumopathies, dilatation, surtout si on réalise la dilatation avec juste une sédation, mais avec l'intubation du malade, les voies aériennes sont protégées. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire devant une perforation? Une perforation, ça peut arriver pour n'importe quel endoscopiste. Donc, il faut pas faire l'autruche. Donc, il faut savoir gérer le stress devant une complication. Il faut reconnaître la perforation. Il faut commencer une prise en charge rapide des malades parce que c'est le facteur prédictif principal de bonne évolution ou bien de mauvaise évolution chez les malades qui ont compliqué d'une perforation. Donc savoir bien sûr et prendre son temps lors de la vérification du siège et de la délacération. Il faut bien examiner l'œsophage et prendre son temps pour détecter des éventuelles brèches. Donc il faut reconnaître et classer une perforation. En pré-op, on peut suspecter une perforation si le malade a des troubles des paramètres ventilatoires, des saturations, des hypotensions. Le malade peut faire un pneumopéritoine, un pneumomédiastin ou bien un emphysème qui sera perceptible à l'examen clinique.
En post-opératoire, donc toute douleur, toute fièvre, tout œdème ou intolérance alimentaire doit évoquer une éventuelle perforation. Il faut rester joignable surtout les premiers jours après le geste. Et en cas de doute, il ne faut pas hésiter à demander un scanner en première intention. Donc sur le compte rendu, il faut bien préciser donc, les détails de l'examen et les signes qui peuvent orienter vers une éventuelle perforation. Donc les principes généraux, donc devant une perforation, donc la prise en charge, elle doit être pluridisciplinaire avec l'intervention des radiologues, des chirurgiens et des médecins endoscopistes. Donc il est toujours privilégié de réaliser une fermeture de la brèche endoscopiquement, soit par l'utilisation de clips ou bien d'endoprothèses. Un arrêt de l'alimentation est obligatoire après une perforation œsophagienne, une antibiothérapie, un jeûne et une nutrition parentérale si l'arrêt de l'alimentation est prolongé, des IPP, une sonde nasogastrique est contre-indiquée pour les sténoses œsophagiennes. Donc, j'ai un problème avec les plaques. Donc, pour la fermeture endoscopique, on a plusieurs types, soit une fermeture avec des clips, soit des clips ordinaires comme on utilise, soit des clips donc Ovesco, ou bien la fermeture avec des endoprothèses métalliques couvertes. On a aussi la suture endoscopique, donc c'est une technique avancée utilisée pour les perforations qui dépassent les 30 mm. Donc un petit algorithme récapitulatif. Donc si on a une perforation œsophagienne, donc détectée lors d'une endoscopie, si elle est inférieure à 1 cm, on va essayer d'utiliser des clips qu'on utilise habituellement, donc, ou bien des prothèses couvertes. Si la perforation elle est supérieure à 2 cm, donc là on utilise des clips type Ovesco ou bien des prothèses couvertes. Donc s'il n'y a pas de réponse ou bien une mauvaise réponse du malade après un traitement endoscopique, il faut faire un scanner à 48 heures et discuter une chirurgie si l'évolution elle est mauvaise. Donc on vient vers une autre entité, c'est les sténoses réfractaires. On définit une sténose réfractaire, c'est l'incapacité de maintenir un calibre œsophagien à 14 mm malgré 5 séances de dilatation, chose très fréquente en pratique courante. Et les sténoses récidivantes, c'est l'incapacité de maintenir un calibre œsophagien pendant 4 semaines à 14 mm. Donc le nombre moyen de dilatation avant résolution de la dysphagie est entre 3 et 5 selon l'étiologie. Pour les peptiques c'est 3 et pour les caustiques et les post-chirurgicales c'est 5 séances de dilatation. Donc on a d'autres options thérapeutiques, c'est optimiser le traitement anti-acide, des dilatations itératives, les incisions radiaires, l'injection de corticoïdes ou bien la mise en place de prothèses œsophagiennes plastiques, métalliques ou biodégradables. Pour l'injection de corticoïdes, elle a montré son efficacité. On utilise des corticoïdes retard associés à une dilatation. Lorsqu'on a une dilacération, on essaie d'injecter la partie haute de la sténose avec du triamcinolone, 40 mg, c'est des corticoïdes retard. On injecte, c'est une boîte qui a une ampoule de 1 cc, on dilue à 4 cc, on essaie d'injecter 4 à 8 cc sur les angles de l'injection de la dilacération avec une aiguille de 23 gauge. Donc voici une étude qui a montré nettement la supériorité de l'utilisation des corticoïdes par rapport à la non-utilisation des corticoïdes. On a aussi les incisions radiaires, donc c'est une indication marginale, surtout pour les sténoses courtes post-opératoires ou bien pour les anneaux de Tchatsky. On peut utiliser un infundibulotome, un dissecteur ou bien un sphinctérotome.
sur des sténoses anastomotiques réfractaires, entre 1 à 3 séances, ça permet une efficacité de 75% et sans complications majeures. Pour l'utilisation des prothèses, donc il y a plusieurs types de prothèses. On a les prothèses métalliques, prothèses métalliques couvertes, semi-couvertes. On a les plastiques et on a les biodégradables. Plusieurs études qui ont montré l'efficacité des prothèses dans la prise en charge des sténoses œsophagiennes, mais il y a beaucoup de risques, un risque important de migration. Il y a un deuxième problème, c'est qu'on doit reprendre le malade une deuxième fois pour l'extraction de la prothèse. Donc là, l'efficacité, elle peut atteindre jusqu'à 55%. Et elle est moindre pour les sténoses caustiques, les études varient entre 14 et 83% d'efficacité. Donc voici un tableau récapitulatif pour la prise en charge des sténoses œsophagiennes et les sténoses réfractaires. Donc si on a une sténose courte, donc il faut faire des dilatations itératives ou bien essayer d'utiliser d'autres techniques comme l'incision radiaire. Pour les sténoses inflammatoires surtout, il faut pas hésiter à injecter des corticoïdes. Donc si on a un échec des deux techniques, on peut proposer le malade vers la mise en place de prothèses œsophagiennes couvertes qu'on peut mettre entre 4 et 8 semaines et puis on extrait. Donc si le malade avec tout ça, il reste toujours dysphagique et symptomatique, il faut discuter la chirurgie, gastrostomie d'alimentation, autodilatation ou bien des dilatations itératives. Donc chose qu'on fait à notre niveau, donc on n'a pas vraiment le choix. La majorité, on fait des dilatations itératives et on essaie d'espacer à chaque fois les séances. Donc pour les take-home messages, donc l'efficacité des dilatations aux bougies et aux ballons, elle est équivalente. Les complications, c'est rare mais peuvent être graves. La prise en charge des perforations endoscopiques doit être multidisciplinaire et toujours intégrer une surveillance armée après l'information du malade, bien sûr. La fermeture endoscopique de la perforation iatrogène donc, doit être privilégiée à chaque fois si possible. Et l'échec de fermeture endoscopique ou une mauvaise évolution clinico-biologique doivent faire envisager une prise en charge chirurgicale. La base de traitement est la dilatation endoscopique répétée avec un profil de sécurité qui est acceptable. Donc l'optimisation de traitement par inhibiteur de bond proton doit être toujours réalisée. L'injection de corticoïdes a toujours une place dans les sténoses inflammatoires. L'incision radiaire pourrait être utile dans les sténoses courtes. Et la pose de prothèse œsophagienne a un effet temporaire et un profil de tolérance moins bon. Donc voici la bibliographie qu'on a utilisée pour la présentation. Je vous remercie. Il y avait des questions. Je sais pas, je crois que j'ai pas